Vous êtes prêt, Jean-Luc? Ah oui, oui. Vous êtes prêt? Toujours prêt? Toujours prêt. Bon, mais d'abord... Hop. Voilà. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup. Les étudiants sont en train de me rejoindre les uns après les autres. Nous accorder un petit peu de temps. Oui. Pour deux raisons. Parce que, en fait, dans le fond, quand on a commencé à avoir des images au journal télévisé et que le confinement pour nous toutes et tous a commencé, en fait, moi, j'ai beaucoup pensé à vous parce que vous avez beaucoup commenté et réfléchi aux images qui sont celles du cinéma, bien sûr, mais aussi celles de la communication, des médias, de la télévision. Et puis, disons, peut-être le déclencheur, c'était surtout quand j'ai vu qu'on allait annuler Wimbledon et Roland-Garros, je me suis dit, alors là, ça doit vous faire quelque chose, parce que dans le fond... Oh, plus maintenant. Vous suivez toujours le tennis, quand même? Un peu. Pas vraiment, moins. Et je me suis dit, il y a une activité, le cinéma, en fait, dans le fond, on peut, comme on le fait depuis maintenant un mois et demi, on peut le basculer sur le numérique, ce que tout le monde fait. Les gens regardent de moins en moins des films dans les salles de cinéma, donc peut-être qu'ils ne se rendront même pas compte que les salles de cinéma ont fermé ces derniers temps, à part les familles qui vont pour les films d'été, etc. Par contre, le sport, ça, le tennis, on peut rien faire. C'est un vrai spectacle. Et juste sur les journaux télévisés et sur l'information, vous regardez toujours beaucoup la télévision? Moyen. Un peu plus. Je regarde en France les chaînes d'information. Je regarde un peu les chaînes d'information, rarement la télé publique, juste les chaînes d'information. En fait, qui sont des succursales de grandes chaînes et comme ça. Mais pourquoi vous êtes... Ben, pour me tenir un peu au courant. Quand c'est toujours pareil, je ne regarde pas. C'est un peu comme au théâtre ce soir, avec les mêmes... j'en ai fait un sketch dans mon scénario où on voit ça sera difficile à obtenir du reste parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui fait une chaîne d'information, femme par exemple, et puis ensuite qu'on oppose un peu très simplement à la vie privée, si vous voulez. Et on ne dit plus la même chose. Ils sont prêts à mourir pour l'info, mais ils ne sont pas prêts à vivre leur vie. Donc c'est difficile de trouver... Parce qu'on ne peut pas prendre un acteur qui fait semblant d'être un speakerine ou speaker. Il faut qu'elle soit vraie, qu'elle diffuse ces nouvelles du jour qu'on choisit, et puis après qu'elle accepte d'être filmée dans un dialogue de fiction qui est la vie, disons... La vie humaine, ça fait penser à la voix humaine de Cocteau, si vous voulez, aussi, par exemple. Voilà. Et quand vous dites que vous regardez les chaînes l'information continue, et plus forcément le journal télévisé, le rendez-vous de 20h, il y a une raison particulière? Non, je regarde 1 ou 2 fois par jour. J'ai mes 5 ou 6 endroits, je regarde que s'il y a un film sur Canal+, c'est rare. Et puis de temps en temps sur les programmes, si je vois un ancien film que j'ai envie de revoir ou que je repique pour l'avoir à disposition sur les chaînes d'information toute la journée, c'est pareil, donc ça suffit de regarder une fois le matin et le soir ou le lendemain matin. C'est un peu le journal, c'est mon journal, mais en fait... c'est les journaux, parce que ici, la Suisse, je ne connais pas du tout. Et avec Anne-Marie, on ne regarde que 3 journaux, Libération, Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. Et ça fait 3 journaux d'information, et ça suffit. Ça suffit. Plus l'équipe, vous lisez plus l'équipe? Non, c'est fini. De temps en temps, Le Monde, mais à côté de Libération, je trouve que c'est assez mal écrit. On voit que c'est un écrit, même s'ils ne sont pas bureaucratiques, de temps en temps, il y a un écrivain dedans qui est mieux qu'un autre, et comme ça. Mais les journalistes de Libé, on sent qu'ils c'est ce qu'ils veulent.
c'est un emploi, un journaliste au Monde. Il y a le Monde qui dirige, mais... Et quand vous regardez les chaînes d'information, vous n'avez pas l'impression de regarder des rushs? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très répétitif. Tous les jours, on répète les prises, chaque journal, chaque heure, on revoit les mêmes sujets, avec une petite modification, des fois, en termes du jeu des présentateurs du journal télévisé. Alors, on peut voir... Oui, on finit par les regarder comme au théâtre ce soir. Il y en a un ou deux qu'on aime mieux que les autres, parce qu'ils se débattent mieux, si vous voulez, comme ça, chacun sait. Mais c'est tout, mais pour l'information elle-même, c'est... Enfin, je crois du reste que le virus, sur lequel on ne donne pas beaucoup d'informations, justement, mais ça vient de la théorie de l'information de Shannon, et ensuite d'autres. Le virus d'une communication, il a besoin d'un autre, d'aller chez le voisin, comme certains oiseaux, pour y entrer. Et donc, quand on envoie un message, même sur un réseau, on a besoin de l'autre pour entrer chez lui. Donc ça m'étonne un peu qu'il ne parle pas de l'information. Je me suis intéressé très tôt, et comme je racontais à Fabrice, j'ai trouvé même une fois par la théorie de quand l'ARN n'avait pas été trouvée encore. Une discussion avec un de mes oncles, Jacques Monod, qui avait, j'ai oublié, mais il disait ça va toujours tout droit l'ADN. Je lui dis mais et l'ARN qui communique l'ADN, puis j'ai dit mais et si l'ARN va en arrière? Et 2 ou 3 mois après, ils ont trouvé la transcriptase inverse. Donc ça m'a toujours intéressé. Mais vous avez l'impression que l'information va toujours dans le même sens, hein? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle va des fois en arrière, hein, comme l'ARN? Trop peu. Non, parce que ils font pas attention. Ils voient que le virus va en avant, ils pensent pas qu'il va en arrière. Mais en même temps, notre... Vous demandez à un médecin, il ne pense pas que la maladie qu'on a, ça peut aller en arrière aussi. Il y a l'idée de la progression tous les jours au journal télévisé. Oui, mais ça, c'est le capitalisme, c'est la croissance. Mais ça, on a une chiffre, quand on regarde le journal télévisé, que ce soit sur les chaînes d'infos, que c'est sur la grande messe de 20h, il y a quelque chose de très graphique, c'est qu'on voit la courbe de la pandémie qui fait comme ça, et puis l'économie qui fait comme ça. La courbe, pour moi, la courbe, c'est ça. Ouais. Pour eux, la courbe, c'est ça. Ouais. C'est pas la même chose. Alors disons, la chute... Parce que quand on fait ça, pour pouvoir faire un graphique qu'ils appellent courbe, ils oublient chaque fois que ça fait ça. Oui, oui. Ils ne pensent que ça. Voilà, c'est tout. Moi, je dis rien d'autre, je remarque ça. C'est tout. Par contre, l'économie, on voit qu'elle fait une vraie courbe qui se croise. En fait, ce qui est drôle, c'est que le virus fait comme ça et... Ils font aussi des vraies courbes, mais en fait, ils montrent un diagramme. Un diagramme n'est pas une courbe. Donc, tout ça, la langue fausse tout. Je ne crois plus tellement à la langue. Je pense que le grand... Ce qui ne va pas, mais comment changer, c'est l'alphabet. Mm-hmm. Il y a trop de lettres, il faudrait en supprimer beaucoup. Et puis après, passer à autre chose qu'ont toujours fait les peintres. Mais c'est tout. Oui, ce qu'on n'a pas fait, la photographie quand Niepce, et puis Daguerre après, l'a un peu inventé. Il ne pense pas qu'il faisait qu'une copie. Dans quel sens ça laissait de copie, je ne sais pas. Les peintres n'ont jamais fait de copie. Enfin, il y a
des copieurs qui vont copier au Louvre, qui sont pour ça, mais le peintre lui-même, Cézanne, Van Gogh ou d'autres, non. Et ça a été porté au... C'est drôle parce que la photographie a été inventée quand même avant les impressionnistes. Et les impressionnistes, ça a été une réaction, je pense, contre ça. Et puis ensuite, c'était à peu près fini. C'est devenu tout autre chose. Bonnard, vous savez, il y a des belles photos de Bonnard où il est pris en photo. On se rend compte qu'après le moment où il est pris en photo, il peint beaucoup moins les autres. Il ne fait que peindre des paysages, comme si dans le fond, il se disait que les portraits, les peintures de personnes... Oui, il faisait des photos comme ça. Il y a des très belles photos de Bonnard, un peu floues quand il peint sa femme dans un tube ou dans des choses comme ça. Ils ont utilisé. Zola faisait beaucoup de photos. Il s'est beaucoup disputé avec Cézanne aussi. Il y a un peintre pourtant, il y a un peintre qui avait peut-être quand même un petit peu cette fonction pas de reporter, mais de rapporter quelque chose, qui est Goya, que vous appréciez. On dit que Goya est une des premières personnes qui, dans le fond, va permettre aux gens de voir ce que c'est véritablement que la mise à mort, la guerre, la destruction. Oui, oui, Velázquez déjà. Simplement, quand il peigne la famille royale, hein, c'est pas un cadeau pour la famille royale. Alors, quand la BBC non, mais ferme... tout ça, c'est autre chose. La peinture, ou ce qu'était la peinture pour moi, est resté. Je gribouille quand je fais de la peinture, mais de faire ça avec son pinceau n'est pas la même chose que faire ça. J'ai fait un film autrefois qui s'appelait « Comment ça va ?» et où Anne-Marie jouait une secrétaire de la CGT qui analysait en fait ce qu'on faisait quand on faisait ça. Ce geste. À la ligne, et comme ça, et qu'on ne disait plus rien. C'était contre Libération à l'époque. Pourquoi contre Libération ? Parce que je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez de photos, où ils n'étaient pas assez en prise sur, comme c'est venu un peu après, en prise sur... je les avais même traités à un moment, je leur avais dit « ordure de journaliste ». Qui est quelque chose qui est resté quand même. Pourtant, c'est eux qui restent. Parce que c'est comme ça. Qu'on soit sur une imprimante ou sur une ancienne IBM, c'est ça. Ça ne correspond pas. Et elle analyse bien, à partir de 2 photos, combien ça ne rend pas compte de ça. Et je m'interroge un peu dans le film que je vais faire sur... ce qu'a cru ou ce que voulait Niepce quand il voulait juste copier la réalité et puis après la fixer en plus, l'idée fixe de fixer sur de fixer sur papier. Et c'est du reste à ce moment-là, au moment de fixer sur le papier, que Daguerre l'a escroqué. Parce que d'ailleurs, étonnamment, au début, les photos étaient sur des plaques de verre et pas du papier. Oui. C'était déjà un, comment dire, oui, mais un déjà transport. sur plaque de verre avant, il fallait le fixer sur plaque de verre. Donc il fallait à la fois prendre la photo dans la chambre noire, mais ensuite que ce qu'on avait dans la caverne de Platon, on la fixe sur papier. Oui. Mais il y avait quand même sur la plaque de verre, il y avait toujours l'idée de la transparence et de la lumière qui passerait, alors que sur le papier, il y avait déjà l'idée de l'opacité, de quelque chose qui était fermé sur lui-même. Je sais pas. Là, je crois plus à l'alphabet. Il y a tellement de possibilités dans l'alphabet, on sait bien aujourd'hui, puisque même Google, la maison mère, s'est appelée alphabet. Donc voilà.
Moi, je pense que la guerre en Irak, ça a été que les Américains, inconsciemment, dans leur fort intérieur, château fort intérieur, voulaient prendre la main sur l'écriture chaldéenne, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire la naissance de l'écriture. C'est ça qu'ils voulaient, l'Amérique. Inconsciemment, ils ne savaient pas si on dit ça à George Bush Junior. Il n'ira avec la plus grande force. Il n'ira même pas, il comprendra. Il ne saura pas de quoi on parle. Ouais. Pourtant, souvent, dans votre travail, l'idée de la calligraphie, de l'écriture est quelque chose qui est très plastique. Il y a souvent des choses qui sont écrites. Oui. Donc les lettres sont importantes comme des formes. Aussi, ça je ne connais pas assez le japonais ou le chinois comme ça, mais je conçois qu'il y a les deux pendant longtemps, puis ils en sont venus à IBM, à la machine à écrire, à ça, ils sont venus aussi, mais ils ont gardé quelque chose, comme dans le théâtre, le no japonais, ou d'autres choses comme ça, bien sûr. Mais très tôt, mais ça a pris beaucoup de temps. Le premier bouquin de philosophie qui m'est vraiment marqué, c'était un bouquin de Brice Parrain, un philosophe, écrivain français, qui a été à des moments à la Nouvelle Revue française, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Recherche sur la nature et les fonctions du langage. Et j'avais 15-16 ans. Et j'ai cessé de parler pendant 1 an ou 2 ans. Ma famille s'est inquiétée comme ça. Et c'est resté petit à petit. Et j'ai lu un peu d'autres choses comme ça. Et du reste, Brice Parrain, je l'ai fait jouer dans Vivre sa vie, où il fait un moment le philosophe qui raconte l'histoire de la mort de Porthos, d'Alexandre Dumas, avec Anna Karina. Et aujourd'hui, ça reste la peinture. Et pour moi, le langage n'est pas du tout la langue. La langue, c'est toutes les langues, qu'elle ait une origine unique ou pas, je ne sais pas, peut-être qu'on se dispute pour ça. C'est la langue japonais, un peu, sauf peut-être une ou deux un peu différentes, comme le basque. Le hongrois et le finlandais. Et le finlandais. Mais c'est tout. Le langage, c'est un peu autre chose que la peinture à chercher. Je crois que tous les grands écrivains, que ce soit Beckett, James Joyce ou d'autres avant, ou les grands poètes d'autrefois comme Dante, j'ai oublié des tas, non. Mais il cherchait à aller, c'est très net chez Joyce, il cherchait à aller au-delà de la langue, pas une histoire, ou en deçà de la langue. Même les lettristes Isidore Isou que j'ai connus cherchaient aussi à aller en deçà, ou à côté, ou au-delà de la langue. Et ça, c'est le langage qui est un mélange de paroles et d'images, comme j'ai dit dans mon dernier film. C'est un peu primitif, mais ça vient parce que la parole, là, c'est pas la parole, c'est ma voix. C'est pas la parole. Si je veux entendre un peu ma parole, comme disait Malraux, je crois, il faut l'entendre avec la gorge. On s'entend soi-même avec la gorge, mais pas avec la langue ou les oreilles. Et donc il y a autre chose, c'est Bernanos à ce côté-là aussi. Mais voilà, donc je dis le langage sans trop savoir, un mélange. Le cinéma peut avoir peut-être lui, à cause de sa technique, d'avoir les deux. C'est pas du son au sens, pas au sens premier, bien que ça puisse être les sons de la rue, ou comme ça, suivant le cas. Mais
et qui devrait être véhiculé par le théâtre, qui a pris une mauvaise place parce qu'ils font plus de rhétorique que de paroles. Mais vous avez l'impression du coup que le cinéma doit être en deçà des mots, ça doit être comme la peinture, c'est au même endroit que la peinture. On pourrait se dire que la peinture est en dessus des mots. On peut, les sons, c'est le bruit de la rue, que ce soit les mots comme ça, même des mots qui ont du sens. Mais il n'y a pas que ça. Où il y a trop peu, où il y a trop. Les politiques sont noyés là-dedans. Comment voulez-vous aussi essayez de vous penser en chef d'État 2 minutes. On abandonne, tout le monde est comme ça, donc on laisse faire l'État. C'est autre chose qui est lié, je ne sais pas, à la chimie, à l'amour, à moi aussi je m'y perds un peu, sauf quand j'ai un projet que j'essaie de préciser peu à peu, peut y avoir ça, je peux y mettre un peu. D'où de changer un petit peu, plutôt que de diffuser un film dans une salle, le diffuser dans un théâtre. Rien que ça fera... C'est un peu autre chose pour les gens, mais c'est tout. C'est l'idée de décaler, en fait, de décaler un petit peu, d'être à l'endroit où on n'attend pas. Oui, mais sans se le dire. En le faisant. Sans se le dire, en le faisant, oui. En le faisant, la peinture est action avec les mains. Les mains sur l'ordinateur ne sont pas vraiment action, l'action elle est ailleurs. Et vous écrivez à la main, là, quand vous êtes en train d'écrire votre projet, vous découpez, vous écrivez à la main. C'est possible à la main. Avant je tapais à la machine, et puis depuis longtemps, j'aime mieux écrire à la main. Très souvent j'écris tout petit à la main, et je ne peux pas me relire. Donc, je dois le réécrire déjà. C'est déjà quelque chose. Ça, Boileau avait raison 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage et le polissez, et le repolissez sans cesse. Et vous réécrivez la même chose ou il y a des infimes différences entre ce que vous aviez écrit? Vous ne savez pas? Bien sûr, je sais pas, on ne sait pas exactement. Ça varie, ou on change. Parce que d'ailleurs, quand vous parlez de la parole et de l'écrit... Et puis on efface beaucoup. Je me souviens que dans l'histoire du cinéma, il y avait une phrase de Maître Eckhart qui disait « Seul celui qui efface peut écrire ». Donc tout ça, c'est... Quand vous parliez de la parole, tout à l'heure, les gens que l'on voit, et aussi vous avez parlé, on a glissé de la parole en fait aussi à l'idée du jeu, puisque vous parliez au début d'une journaliste de la télévision, il faudrait que ce soit une vraie pour qu'elle soit capable de jouer véritablement la présentatrice. Les gens qui sont à la télévision, ils sont dans la parole, mais en réalité ils lisent. C'est de l'écrit puisqu'ils ont un prompteur. Ils lisent et ensuite c'est pas de la parole, donc elle est 1, 2, 3 ou 4 fois faussée. Et si elle dit quelque chose de vrai, c'est peut-être à nous de le découvrir et d'en faire quelque chose. Oui. Ce qu'on ne fait pas, on dit « oh, il déconne », et puis on se croit libre de tout péché. Et quand on les voit assis, en fait, et qu'ils lisent, donc le prompteur, pour réciter ce qui a été écrit par eux ou par quelqu'un d'autre, il y a une petite différence. Il y en a de temps en temps qui ont une parole. Je me souviens d'un pamphlétaire qui a eu du succès à un moment qui s'appelle Henri Guillemin. Mm-hmm. Lui avait une certaine parole. Et on pouvait l'écouter raconter tel épisode de l'histoire de France ou comme ça. Mais il y avait quelque chose. Tchernia à côté, c'était moins bien. C'était un auteur, Guillemin, donc il se voyait déjà comme quelqu'un qui était dans la narration, ce qui n'était peut-être pas le cas de Tchernia. Mais puis c'était un bon théâtre historique. Oui. Un bon théâtre, ça valait 1000 séries sur la Révolution française ou l'autre, je ne sais pas.
Alors, justement, par rapport à cette idée du théâtre ce soir, quand on est au journal télévisé ou qu'on regarde les infos, il y a une petite différence qui est maintenant le fait qu'avec l'appareil avec lequel je vous filme, qui est un téléphone portable, tout le monde, les journalistes, ont beaucoup l'habitude de prendre leur téléphone portable pour faire des interviews. Et donc d'être dans une démarche qui n'est plus celle d'être installé derrière son pupitre, mais de tenir la caméra pour parler à des invités qui sont aussi, comme on le fait maintenant, par Skype ou, disons, à distance. Et la chose qui m'a surprise, c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait un plaisir à, entre guillemets, mal se filmer, ce que j'entends par là, c'est de mettre la caméra très très proche de soi, voire très très proche de sa bouche, ils sont aussi dans une perspective qui n'est pas celle habituelle, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de lire un prompteur, ils sont dans une forme de lâcher-prise qui fait qu'on les voit se filmer de façon très différente que quand ils sont au journal télévisé. Et je me suis demandé si c'était parce qu'ils imaginaient qu'ils étaient bien filmés quand ils sont derrière leur pupitre, et que là, ils essayent de prendre cette... Est-ce que cette caméra, cette image qui est une image presque volée d'eux-mêmes, qui est une image miroir, pour le coup, ils se regardent. En fait, là, c'est moi qui vous regarde à travers mon téléphone, mais si j'étais un journaliste, je me filmerais moi-même, donc je me verrais en train de vous parler, je me parlerais à moi-même d'une certaine façon. Vous voyez une différence, vous, dans leur façon de parler, par exemple, à l'image, quand ils sont sur leur téléphone portable ou dans la caméra, avec le prompteur et la caméra qui est devenue un robot, d'ailleurs, il n'y a plus personne derrière maintenant. Ils sont tout seuls dans un studio avec des machines. Je ne sais pas, ça me dépasse. Ou quel est l'envers du mot dépassé, ça me... Repasse. Ça me soustrait. Ça vous soustrait. Et à propos de Skype, je m'en souviens que Jean-Paul m'avait proposé Skype, et j'ai essayé, et en un jour, j'ai eu toute une nuée de sauterelles, de filles de joie, disons, qui me téléphonaient pour un rendez-vous. Donc, je voulais pas Skype. Vous avez arrêté? Quasiment en un jour, ouais. Et j'ai pris plutôt Apple, puisque Apple a son Skype personnel, oui. Sous le nom de FaceTime. Voilà, mais sans que personne vous téléphone. Ah non, j'ai cru que vous me disiez que l'annuel sauterelle, c'était comme une sorte de punition divine. Vous aviez succombé à Skype et il y avait une punition divine qui était une... Oui, ça a été ces sauterelles de juin qui m'ont fixé rendez-vous et tout de suite. D'ailleurs, dans la bizarrerie, mais je peux juste faire pour une seconde un arrière-plan pour prouver en fait dans le fond que la difficulté pour faire ce petit entretien, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas de... Vous me dites que vous n'êtes pas sur Skype, donc... Je fais ça pour juste pour vous, pour Anne-Marie. D'accord. Vous prouvez qu'on était ensemble, mais je tiens à dire que du coup, on ne s'est pas serré la main, que j'ai pris une distance qui n'est pas celle qu'on prend forcément avec les acteurs. Qu'on voit le pli du nez qui fait une grande... comme ça, et qu'on voit le sourire après, et on dirait un masque dans une peinture de... Ensort, vous voyez qui est? C'est oui, Ensort, bien sûr, oui. Ça prouve en fait le fait qu'on respecte les directives, en tout cas des Suisses qui demandent qu'on se tienne à distance, etc. Oui, comment ça s'appelle? Le gouvernement fédéral, il a l'habitude de se tenir à distance. Oui. Pourtant, on voit là, les ministres qui vont beaucoup s'étendre, on a l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils vont voir le peuple parce qu'ils vont dans les hôpitaux. Ils n'arrêtent pas de dire, d'ailleurs, quand ils arrivent, ils font toujours cette blague de dire « je ne vous serre pas la main ». C'est un running gag qui pourrait être un gag pour une comédie américaine des années 40, où chaque fois, dans un film de Lubitsch, chaque fois quelqu'un arriverait et dirait « on ne se serre naturellement pas la main ». Ils font un peu presque « hi myself » cette fois-ci, ils se disent bonjour comme ça de loin. Mais ce rapport, en fait, dans le fond, quand vous parliez du langage et que vous parliez de la langue, là, par exemple, le fait que... La langue, c'est ce qu'on parle tous. Et comme ça, je ne suis pas contre. Mais les trois quarts des bons écrivains, ils font autre chose que le commun des mortels avec la langue. C'est pour ça qu'ils deviennent connus, célèbres ou pas célèbres du tout. Et qu'ils échouent. Mais il y a autre chose, c'est aller plus loin. Ce qu'avait déjà un peu, en partie, puisque la peinture n'avait pas tout, mais qu'elle avait ça d'aller, ce qu'il faut bien appeler le langage. La science aussi, ils sont empêtrés dans les mots et dans les chiffres. Sinon, il n'y aurait pas
il n'y aurait pas de catastrophe comme ça et comme ça. Non, je sais pas. Je sais pas. Dans les chiffres, il y a beaucoup de lettres. Mais vous faites souvent référence d'ailleurs aux scientifiques. Oui, parce que ils cherchent. Ils cherchent et ils font pareil. Ils ont un œil sur un télescope ou sur un microscope ou sur des dessins et ils cherchent. Après, c'est quand ils trouvent, ils retombent dans la langue. Il y en a beaucoup moins. Il y en a moins qui ne retombent pas dans la langue et qui ne sont pas connus tout de suite ou qui ont des problèmes et comme ça, ou qui deviennent fous. Mais comme s'il y avait, je dirais pas une nostalgie, mais un plaisir de votre part à avoir été à cet endroit-là. C'est-à-dire avoir dans une démarche qui est peut-être plus scientifique. Hein. Comme s'il y avait une nostalgie que ce soit ça. Mais les deux. Je m'intéresse à Niepce aussi bien qu'à Lubitsch, comme ça. Je suis content d'avoir trouvé le cinéma, qui est une espèce d'antibiotique, si on peut dire. Mm-hmm. Mais contre quoi? Contre. Je dirais pas contre, je dirais plutôt à côté. Ou dessous, ou dessus. Je me souviens d'avoir fait une émission à France 2 avec 2 enfants qui commençaient par un dialogue de 2, puis Crine qui disait toujours dessous ou dessus, ou choses comme ça. Il y a quelque chose presque, mais comme Tchekhov fêtait, c'est-à-dire médecin et écrivain. On a l'impression qu'il y aurait eu aussi envie de votre côté d'avoir ce bagage-là. C'est difficile d'être les deux. Le cinéma permet peut-être d'être un tout petit peu plus polyvalent, pas trop. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à Niepce, celui qui appuie sur une caméra et qui voit ce qu'il est en train de filmer, il n'a aucun doute qu'il filme ça. Moi, j'en suis arrivé au point, il ne filme pas ça. Et ça, les peintres savaient que, les peintres qu'on connaît, mais même des plus gentils peintres du village ou comme ça, comme celui que j'avais inventé, qui s'appelait comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai oublié celui qui peignait. Dans Liberté et Patrie? Oui, dans Liberté et Patrie. J'ai oublié. C'était d'après Ramu. Oui. C'était d'après Ramu. C'est un film que vous avez fait pour les 200 ans du gouvernement vaudois, enfin de la libération du canton de Vaud. Il s'appelait, maintenant qu'on le cherche. On peut faire comme tout le monde, on peut aller sur Google. Non, mais c'était un petit peintre. C'était un petit peintre, et j'ai fait. Mais c'était un peu qui était en Suisse, puis qui est allé à Paris, puis qui est revenu en Suisse, et il a fini par peindre. Voilà, comme ça. Mais vous avez l'impression, vous, que dans votre travail comme un peintre, vous allez plus ça avance vers quelque chose qui est de l'ordre de la précision? Ou comme un savant? Non. Non, disons de la passion, ou de l'émotion, ou du doute. Du doute. J'aime bien citer cette phrase de Conrad, qui est nous travaillons dans la nuit, nous faisons ce que nous pouvons, le doute est notre passion, et la passion est notre tâche. C'est dans quoi? C'est dans Film socialiste, je crois. C'était la joueuse de tennis, là, Cécile Tanvier, qui disait ça. Ouais. Ça se termine avec « Et le reste, c'est la folie de l'art ». Oui, ce que j'ai supprimé pour pas avoir l'air de...
que je rajoute. Et oui, il y a des peintres qui sont partis. Je me souviens pour parler d'un autre peintre vaudois, les premiers portraits ou les portraits de Vallotton, jeune homme. Vallotton, j'aime beaucoup. C'est des portraits d'une précision, tous les cheveux scientifiques. Il souligne après, même Suzanne Valadon va souligner la mort. Oui. Non, c'est très beau. Vallotton. Et il se repeint à la fin de sa vie, à l'aube de sa vie, avec quelque chose qui est beaucoup plus, souple dans le pinceau. C'est-à-dire, on est moins à la recherche d'une sorte de précision du cheveu, de la peau, on est dans une sorte d'aspect général de la personne. C'est pour ça que je me demandais dans votre travail si vous aviez l'impression de faire le même mouvement, en fait, d'aller vers quelque chose qui est plus... Non, ça, je me demande plus. Je fais. J'étais un scientifique, je note ce que je fais. Là, ils ont souvent aucun doute, ou ils n'ont pas de doute technique. C'est qu'on va pouvoir faire ci, faire ça et faire ça. Alors qu'il y a un doute plus profond chez l'artiste, si vous voulez, par rapport au scientifique. Mais quand vous dites « je fais », vous faites ce geste-là, vous faites le geste de l'écriture. Non. Vous faites ça. Oui, je fais. Comme par pointillisme, vous faites les choses... Mais c'est une action. Le scientifique fait une action, le médecin fait une action. Quand il pose un diagnostic, oui, c'est difficile. Les gens viennent chez lui, vous voyez plus. Mon père visitait les gens. Oui. Il allait à la rencontre. Oui, il était, je pense pas, dans sa spécialité, qui était l'estomac. Il a inventé, du reste, à l'époque, une espèce de petite caméra qui pouvait aller dans l'estomac. C'était en 35 ou tout ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les pires, c'est les juristes. Les juristes qui n'ont que des lettres de l'alphabet, qui manipulent dans tous les sens. Alors quand c'est pour une cause, on félicite l'avocat, on est bien content qu'il nous les livre, mais sinon c'est... Mais l'avocat s'appuie lui-même sur de la rhétorique. Votre dernier film était moins lié à un travail, disons... À ce propos, j'aime beaucoup, moi, pas les romans, mais les livres un peu d'enquête, que ce soit policière, politique ou comme ça. Quand je sens et que je me suive qu'il y a un vrai travail d'enquête qui peut durer 5-6 ans, soit pour innocenter quelqu'un, soit pour accuser quelqu'un d'autre d'une malversation, ça j'aime beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup de publiés, mais il n'y en a pas des masses. Les romans noirs ont toujours ce côté documentaire. Certains. Connaître la vie des criminels, des policiers. Les premiers romans de Manchette. Oui. Mais qui étaient... Il se prenait pour un critique de cinéma aussi. Et les films d'après les romans de Manchette ont été faits par José Giovanni, même pas par Melville. Les Goodies aussi. Goodies, il y avait un plaisir. Goodies aussi. La description très précise du mot. Tout à fait. Presque une enquête, on a l'impression de lire des romans réalistes. Oui, c'est un point commun qu'on avait avec Truffaut avant de disputer, c'était David Goodies. Lui, il a fait tirer sur le pianiste. Oui. Puis après, ça... Mais cette précision, en fait, quand vous dites, par rapport justement je disais votre dernier film, vos derniers films, il y a l'implication en fait de la mise en scène avec les acteurs, d'aller à la rencontre d'acteurs, et elle s'est fait plus discrète. Oui, complètement. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque pour le film, non. Pour le film avec Roxy,
Je dis avec Roxy parce que les autres acteurs, je ne sais pas qui c'était, et qu'ils auraient pu être presque n'importe qui. Ouais. Au début, j'avais essayé de choisir, puis après, j'ai dit, on prend celui-là, il a l'air honnête, et puis voilà. Ce qui était vrai, mais c'était Roxy, le principal. Non, parce qu'on ne peut pas, les acteurs, ils sont aujourd'hui dans quelque chose de tout à fait faux entre la même s'ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie du personnage. Ou comme ça, ils pensent qu'ils peuvent jouer un autre personnage que eux. Et c'est pas évident que leur jeu est un autre, comme Rimbaud le disait. Non. Mais ça, très tôt, j'ai senti. Mais il y avait des figurants que j'aime bien parce qu'ils étaient, pour eux-mêmes, ils étaient vedettes à ce moment-là. Donc, il y avait une innocence chez eux qu'il n'y a plus chez la star. En même temps, quelqu'un alors qu'à Hollywood, il y a eu un moment, jusqu'au milieu du parlant, où la star était encore honnête, mais parce qu'ils étaient tenus très, très, très fort par les producteurs. L'autre possibilité, c'est de leur faire ce qu'ils sont, alors ce que vous avez souvent fait dans vos films, ou ce qu'ils désirent être, ce que Rivette faisait, par exemple. C'était un échappatoire. Ouais. Mais il faut qu'ils en soient capables et qu'ils ne fassent pas d'autre chose à côté. Et Roxy, vous étiez sûr qu'il faisait ce qu'il voulait ou qu'il faisait quand même quelque chose pour la caméra? Pour son maître? Non. Il faisait ce qu'il voulait et je lui faisais faire des choses dont il a l'habitude, que ce soit manger un bout de cervelas à tel endroit, il y allait. Mais ce rapport, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que quand vous alliez vers les acteurs, il y avait quelque chose qui était semblable que votre père qui avait trouvé ses patients, ou c'était complètement différent? J'ai pas pensé tout de suite. Maintenant, et puis j'ai pas besoin de... Non, je peux faire des gens, je peux faire avec des figures, qui est un mot que j'ai employé souvent. Pas un acteur, mais une figure. Il faut qu'il représente autre chose. Ils peuvent pas, non, je pourrais pas parce que je ne saurais pas quoi leur dire. Faites ci, faites ça, faites ce que vous voulez. Et ça, c'est pas intéressant et ça vaut pas la peine qu'ils aillent gagner leur vie ailleurs. Non. Mais vous vous forciez avant, du coup, à leur parler? Vous vous forciez à leur dire quelque chose? Non, mais je croyais, je pensais, je suis pas venu d'un coup. Je suis pas venu d'un coup comme ça. Et donc, du coup, il n'y aurait aucune idée de se dire, quand je reprends votre idée de filmer une journaliste télé qui fait ce qu'elle sait faire, on ne saurait pas quoi lui dire si on devait prendre une actrice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui dire? Rien, en fait. C'est pour ça que vous dites qu'il faudrait prendre quelqu'un dans l'emploi. Mais je ne peux pas prendre une actrice, parce que là, elle n'a pas à dire ça, elle n'est pas sucrine, elle ne peut pas. Donc il faut il faut que pour le spectateur, je commence à penser un peu au spectateur dans le désir de me suivre un peu, et quand j'oppose... c'est une séquence qui s'appelle Fake News. Une journaliste de LCI, TF1, qui est capable. Et puis après, la même, chez elle, qui écoute quelque chose que lui dit son amant, ou sa mère, ou sa petite fille. C'est tout. C'est tout, quoi. Et pourquoi ça s'appelle... Au spectateur à voir s'il sent une différence. L'un qui s'appelle Virus des infos et l'autre simplement, puisque c'est un titre d'un de mes films, Vivre sa vie. Et pourquoi ça s'appelle Fake News, cette séquence? Parce que c'est du domaine public aujourd'hui. La fausse nouvelle? La fausse nouvelle n'est pas telle fausse nouvelle, elle est fausse nouvelle.
Il y en a une qui est ancienne, la speakerine, et une qui est toujours nouvelle. Tout ça, c'est... On ne peut pas synthétiser d'un mot ou d'une phrase. Ça, la langue ne le permet pas. C'est-à-dire de pouvoir... Ou le permet trop. Peut-être de pouvoir dire ce qui est faux et ce qui est juste. D'avoir un sentiment de quelque chose qui est peut-être vrai. C'est pas faux. C'est... Atomiquement, c'est pas faux. Oui, atomiquement. Atomiquement. Mais l'autre, même atomiquement, elle est pas même. C'est pas les mêmes atomes. De nouveau, il y a une sorte de vérité scientifique. Non, parce que j'y crois pas vraiment. Parce qu'on n'a pas trouvé d'un seul coup. Galilée n'est pas venu au temps de Socrate. Encore que... Mais voilà. Non. Et du coup, la discussion, par exemple, là, tous les soirs, on a le droit d'avoir des discours. C'est très difficile de discuter avec un bon scientifique de la langue, de l'approche. C'est très difficile. C'est très difficile de discuter sincèrement avec ses manques et avec ses manques aussi. Comme ça. C'est très difficile. Ou ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas... J'ai peu de souvenirs, bien que j'ai fait en tout 3-4 ans d'hôpital, peut-être moins. J'ai très peu de souvenirs de médecins avec lesquels j'ai pu discuter de mon cas. Je pensais que ça ne l'intéressait pas, mais en même temps, il a trop. Il a trop qu'il soit interne, ou ceci, ou cela, ou juste un anesthésiste, ou juste un brancardier, comme ça. Avec cela, on peut discuter, parce qu'ils sont plus humbles. Mais avant, pas. Parce qu'ils ont moins peur. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir. Le brancardier, c'est pas son travail. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir, de montrer l'impuissance en ne vous guérissant pas. Il a peur de parler, le médecin. Oui, mais à des moments, c'est pas peur de ne pas pouvoir guérir. Il n'a pas à avoir peur de ne pas pouvoir guérir, c'est parce qu'il a son serment de je sais pas quoi, il ne doit pas obéir au serment. Mais Bougliakov, dans son journal, quand il était médecin, il disait la peur quand des gens venaient avec des maladies très très graves. Il disait, mon Dieu, pourvu qu'ils partent, qu'ils ne reviennent pas. Parce que je ne pourrais pas les guérir, je ne peux pas leur dire la vérité. Oui, mais ça je comprends, c'est plus honnête. Oui. Il dit, pourvu qu'elles meurent pendant la nuit, mais qu'elles ne meurent pas chez moi. Oui, ça je comprends aussi. Et votre père, il aimait parler de médecine? Il aimait parler de son travail? Je sais pas, je crois pas. À la maison, je crois pas. Je crois pas. Peut-être pour lui, j'en sais rien. Et vous avez vu, du coup, on est en pleine période où on pourrait entendre les scientifiques, en fait, on entend surtout beaucoup de fonctionnaires qui nous disent qu'il ne faut pas qu'on fasse pour attraper, là, vous voyez, j'ai le masque, on ne sait pas serrer la main, on met du désinfectant, mais peu de personnes nous parlent de la maladie comme d'un événement véritablement. On nous dit comment être prophylactique, comment faire attention, mais pas de quoi est faite cette maladie. On ne nous dit pas ce que c'est que cette maladie, en fait. Ben non, parce qu'ils ne savent pas. Ils sont comme moi. Est-ce une matière ou est-ce du vivant? Mais qu'est-ce qui empêche de parler? Je pense que c'est les deux, en tout cas du vivant. Donc il est comme nous. Mais voyez, vous êtes... Peut-être qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il nous aime bien. Comme disait Sacha Guitry, il est contre. Mais tout contre. Tout contre, ouais. Je suis contre les femmes, mais tout contre. Ouais. Mais depuis quand est-ce qu'il faudrait savoir, en fait, pourquoi les scientifiques devraient savoir pour en parler? Les artistes n'arrêtent pas de travailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas, pour essayer de trouver. Peut-être que s'ils parlaient plus, ils trouveraient, les scientifiques. Un peu, mais pas autant qu'ils le disent. Un peu, oui. Un peu, je ne suis pas contre, mais un peu. Quand on a trouvé la pénicilline, juste après la guerre, il a fallu la guerre pour trouver la pénicilline. Donc, si on dit ça
un médecin classique ou comme ça, ils disent ouais, vous plaisantez, c'est Godard, il plaisante, et voilà. Mais vous voyez, je vais me risquer un parallèle. C'est comme la mémoire, je disais à un médecin, un genolier qui m'a à un moment sauvé la vie. Anne-Marie n'y croyait pas. Et moi, je n'avais pas très envie, mais Anne-Marie avait envie, c'est elle qui a décidé, j'en étais content. Et je lui disais que avec l'âge, je perdais la mémoire des mots, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais je perdais la mémoire de l'instant. Mais une mémoire plus profonde d'avant, celle-là je l'avais, mais plus profonde. Et par exemple, quand je vais à la Coop acheter quelque chose, je vois ce que je vais acheter. Je ne me fais pas de liste, mais je vois le parcours que je vais avoir. Qui est lui pensait que c'était une plaisanterie de moi, que je ne savais pas les mots poire, pomme, fromage. Non, je voyais. Ou s'il y avait un mot, il venait après. Et du reste, quand j'arrivais à la Coop et que j'avais le mot, je ne me souvenais plus. Et vous voyez le parcours que vous devez faire. Je voyais le parcours, et si je vois la poire, je dis ah, oui, c'est ça, voilà. Mais pas plus. Mais si est venu le mot poire, je l'oublie et j'achète pas la poire que je voulais. Et c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui vous laisse au contraire dans un grand non, grand pas paix. du tout, c'est plutôt un réconfort. Ouais. Par rapport à ce que vous disiez sur les scientifiques, mais vous voyez ici on est à Rhodes, tout près de là. Pendant longtemps, les scientifiques c'était aussi des explorateurs, des aventuriers. À Aubonne, il y avait Alexandre Yersin qui est parti, qui a découvert le bacille de la peste, mais c'était un aventurier d'abord. Et pendant longtemps, les réalisateurs, les cinéastes étaient aussi plutôt des aventuriers, des gens qui partaient avec des scénarios qui n'étaient pas aussi formatés que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'on trouvait peut-être plus de choses parce qu'on partait un peu en vadrouille. Est-ce qu'on ne voudrait pas qu'on aurait peut-être plus de solutions de trouver un remède à la crise si on confiait toute cette affaire à plutôt des aventuriers plutôt qu'à des scientifiques? Comme le cinéma s'en sortirait mieux avec des aventuriers, peut-être. Oui, bien sûr, mais on est trop peu nombreux. Et comme on est en démocratie, c'est la majorité qui en bonne démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est qui on est trop peu nombreux? Ça, un peu les aventuriers, les d'autres trucs qu'il y a toujours eu dans le cinéma, mais le cinéma à un moment donné a eu aussi des classiques qui dirigeaient mieux que des aventuriers. Ouais. Pour moi, c'est la langue, parce qu'on se dit quelque chose, on n'arrête pas de se parler, ou comme ça. Quand vient le soir ou le temps des rêves, on passe pas facilement, si on est un peu conscient, aux rêves comme ça. Ça passe par des tas de phrases où on n'y arrive pas et on s'embourbe dans ceci et comme ça. Et puis à des moments, si on est très fatigué, ça va. Mais non, c'est pas les rêves. C'est marrant. Le sort qu'on fait à Freud aujourd'hui. En France, ils l'ont supprimé de l'éducation nationale. Oui. Et moi, je Et du reste, Freud, quand il est arrivé en Angleterre, avec un cancer à la mâchoire, sur son passeport, il avait mis, car il était viennois, et ça avait été conquis par Hitler, on a mis Alien Stranger, ennemi étranger. Ça, c'est la langue.
Mais si les Français font un sort à Freud, c'est parce que justement il était beaucoup plus dans les images et qu'ils ont leur héros national qui est Lacan, qui est dans les mots pour le coup. Il était dans les deux. Oui, mais Lacan, il fait des images avec ses mots. C'est quelqu'un qui souhaite autre chose aussi. C'est pas un mauvais. C'est un très bon. C'est pas un mauvais bougre. Pas un mauvais bougre. Oui. Je disais. Et ça, je crois tout à fait que les vrais. C'est Joyce, c'est très difficile à lire. Joyce, il faut savoir vraiment très très bien l'anglais. Mm-hmm. Et ils en avaient fait une traduction en France par Valérie Larbaud, quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens, comme ils disent. Mais pourquoi vous pensez qu'on fait un mauvais sort à Freud maintenant, en France, particulièrement maintenant? Parce qu'il ferait du bien. Que ce soit pour Israël, Palestine ou tas de choses, on va pas relire Moïse et le monothéisme ou un malaise dans la civilisation ouais. ou comme ça, c'est à lire lentement des fois, à haute voix. On lit plus à haute voix. Petit, moi j'étais par mon grand-père, on a appris à lire à haute voix. On lisait à haute voix un peu en famille. Ça, c'était mon grand-père maternel. C'était pas mes parents. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent dans votre travail. Oui, qui est resté. On voit les acteurs lire. Même si on le fait plus, on pourrait. Si on adapte un roman, on peut faire lire des personnages assis qui lisent. Mais il faudrait qu'ils parlent comme Guillemin ou comme l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans le fond dans les écoles de cinéma, puisque les étudiants de l'ECAL nous écoutent. On devrait leur faire lire à haute voix. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent. Mais est-ce qu'ils devraient apprendre à lire à haute voix? À l'époque de la Nouvelle Vague, oui. À l'époque, s'ils veulent devenir acteurs, oui. À l'époque de la Nouvelle Vague, je pensais qu'il fallait enseigner, ce qui était un plus pour moi à l'époque, c'était qu'il fallait enseigner le cinéma dans les universités. Oui. Aujourd'hui, où il faut, en France, bac plus je ne sais pas combien, pas comme ça, plus partout, l'école, tout ça. Je dis, il faut renvoyer tout le monde, rester chez vous. Et... En même temps, vous savez, je me dis, voyez, là on est en train de parler, et tout le monde peut commenter ce qu'on est en train de dire. Les étudiants, la grande différence qu'il y a peut-être au moment où vous faites du cinéma, quand vous commencez à faire du cinéma, même moi qui est une autre génération, mais malgré tout, les films étaient vus et commentés par peu de personnes. Aujourd'hui, les étudiants, leurs films sont vus sur des plateformes où tout le monde commente. Et les écoles, c'est peut-être le dernier endroit où ils peuvent faire des choses où le jugement n'est pas immédiat, c'est-à-dire où il n'y a pas immédiatement, en fait, dans le fond, les commentaires, les likes, les pouces en haut, le pouce en bas. Les écoles, peut-être pendant longtemps, elles étaient coercitives, et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on n'est pas jugé. Alors que là, quand on parle, peut-être les étudiants, plein de gens envoient des commentaires pour dire qu'on est bien, pas bien, que c'est juste, faux, qu'on se trompe. Alors les écoles, elles permettent d'avoir un endroit où il n'y a pas ce jugement-là. Moi, j'en ai pas fait non plus. L'école, ça vient de Yves Yersin. Oui, ça vient de Yves Yersin. Ah, ouais. Oui, j'avais connu autrefois. La même famille que l'explorateur d'Aubonne, qui a découvert le bacille de la peste. Je ne savais pas. Ouais. Ah oui, ça. Donc c'est peut-être le dernier endroit où on peut avoir le droit de faire des films qui sont vus, qui ne sont pas jugés par tout le monde, qui partent pas directement en inquisition. Peut-être. Hein. Mais pourquoi vous pensez que ça devait être Est-ce que Francis Rosser a été dans une école? Non. Oui, mais pour moi, Francis, qui est très très malade. Oui. Très très malade en ce moment. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'espère qu'il ne va pas passer, mais il a plus beaucoup de... Mais pour moi, je ne prenais pas contre vous, Fabrice non plus. C'est le seul cinéaste suisse qui n'a jamais quitté la Suisse, qui s'est intéressé au monde un peu, mais c'est le seul cinéaste suisse qui a les pieds dans l'eau ou le pied dans les montagnes, et comme ça, les autres, ils sont suisses comme ils sont
puisqu'ils sont dans ce pays-là et qu'ils ont un passeport. Francis, s'il n'avait pas de passeport suisse, on pourrait dire c'est un cinéaste suisse. Je suis d'accord avec vous. Même vaudois, vous ne croyez pas vaudois? Vaudois, oui. Il a un côté Audelaire aussi, oui. des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il a d'ailleurs un projet sur Audelaire d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et vous avez, quand vous dites c'est le seul, vous n'êtes pas un cinéaste suisse, vous? Non, moi je suis français. Ouais. Passeport suisse, mais français, vaudois. Vaudois. D'après Michelet, les Vaudois sont les vrais Français. On est de retour. Vous disiez vaudois que Michelet disait que les Vaudois sont des Français. Oui. À un moment, il y a eu une révolte au début de la Révolution française, une révolte de soldats suisses contre leur supérieur bernois, oui. Et qui a été sévèrement réprimée. Et ceux qui sont restés, Michelet raconte bien ça, ils ont été accueillis par des révolutionnaires bretons, oui, qui leur ont donné des uniformes de la garde nationale française. Le drapeau vaudois comme la couleur de votre... Et il y a une phrase de Michelet qui dit, je ne sais plus où elle est, et j'ai toujours pensé, même avant Michelet, que le canton de Vaud devrait être une province française. Voilà, avec la Savoie, c'est tout. C'était le même ensemble d'ailleurs pendant longtemps, les Savoyards étaient là, on était en Savoie ici. Ouais. Mais je vous ai apporté, du coup, je vous laisserai une toute petite reproduction d'un manuel à l'usage des libraires et des bibliothécaires vaudois, justement, fait par les Excellences de Berne, qui leur demandent non seulement de corriger et de contrôler leurs ouvrages en français et en allemand, et de déposer toutes les littératures étrangères qui seraient importées dans le canton de Vaud, ils vont déposer un exemplaire à Berne pour pouvoir la contrôler et la censurer. Donc pendant longtemps, c'était certes des francophones, mais qui étaient tenus par le joug de la censure germanophone. Juste quand vous... Après, on va vous laisser continuer à travailler. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais je sais que vous travaillez parce que... Oui, mais c'est fini. Voilà. Vous êtes en train de travailler avec Fabrice, hein. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau film. Non, de faire la brochure, de faire le scénario, enfin d'imprimer le scénario. On en est à la Ouetaniep, c'est-à-dire de fixer sur quelque chose. Mais vous voyez, c'est de plus en plus, là, quand vous parliez de choses, montrez juste ça, ce qu'il y a sur la table, ou ça vous embête? Je vous montre juste ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'on a plutôt l'impression d'être... Vous avez commencé par faire de la peinture, on a l'impression qu'on est chez un peintre, plutôt, il y a des découpages par terre. Tout petit, j'en ai fait un peu. Il y a des crayons de couleur, il y a des... Ouais. Et donc, du coup, là, vous découpez parce que c'est ce qui va servir, en fait, dans le fond, à faire le scénario. Qui sera le film scénario. Des images possibles. Je le mets comme ça. Et on voit Fabrice qui est effectivement caché en... qui est derrière nous. Oui. Je vous remets droit parce qu'on s'est reconnecté, on s'était déconnecté. Mais quand vous dites que vous parlez de Francis Rosser et que vous parlez de son travail, vous restez en contact avec des cinéastes de cette génération? Francis, vous continuez à le voir, à lui parler? Non. C'est le seul parce que c'était l'ami d'Anne-Marie quand j'ai un an. Et Anne-Marie est restée très amie avec lui. Mm-hmm. Moi, j'ai connu Anne-Marie et après quand elle vivait sa vie. Non, ce qui m'a réuni Anne-Marie, c'était la Palestine. Parce qu'à l'époque, avec Francis, du reste, il avait fait un film sur la Palestine avant moi, Biladi. Et Anne-Marie transportait des tracts pour Paris et tout ça.
Et elle a été, comment est-ce qu'on appelle, propriétaire, pas propriétaire, mais directrice de la librairie Palestine à Paris, avant que le garçon soit assassiné. Et des trucs, on est resté assez... Anne-Marie est restée très proche en amitié de lui, et donc moi aussi, on est allé le voir deux ou trois fois. Et comme ça, moi, les films, je suis plus tolérant, et peut-être plus ça, mais c'est autre chose. D'ailleurs, c'est autre chose. J'aimais bien un de ces films, tout au début, qui s'appelait Un film en chantier. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Francis Rosser, vous pouvez découvrir Seul, son film qui s'appelle Seul, qui est en ce moment sur le site de la Cinémathèque suisse et qui, pendant le temps de la crise, qui est en libre accès, donc si vous voulez voir Seul, en version restaurée, il est disponible sur le site de la Cinémathèque suisse qui l'a mis en ligne, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Francis Rosser. Les étudiants, par exemple. Oui, mais moi, je ne sais pas voir... quand c'est en ligne, je ne sais pas. Oui. Je demande à quelqu'un de me faire un... Mais je dis que pour les autres. De me faire un DVD, Fabrice, vous me prêtez. Vous avez par contre parlé d'Anne-Marie Méville et elle vous a filmé plusieurs fois comme acteur dans ses films. Oui, parce qu'elle a trouvé d'autres qui n'allaient pas. Moi, j'ai été le remplaçant de service avec plaisir. Oui. Et vous étiez quand même assez formidable dedans, à regretter presque que vous n'ayez pas été plus acteur que ça dans les films des autres. Vous êtes très drôle dans le film avec un comique de situation. Oui, mais j'aime bien un sous-comique, enfin, qui n'est pas Tati, qui est d'autres, tout à fait exagéré. C'est plutôt un comique marionnette, si vous voulez. À la Buster Keaton, un peu boudeur, un peu désabusé. Ah non, parce que ça, c'est elle il fallait être comme elle me disait. Et comme c'était elle, je dirais, j'aurais pas... Je ne sais pas si je l'ai accepté une fois pour quelqu'un d'autre, mais je n'aime pas. Je crois pas, mais vous êtes vraiment dans le film, vous êtes assez formidable, et il y a quelque chose de très drôlatique, et je me disais, mais est-ce que vous auriez souhaité plus souvent être comme acteur? Pas du tout? Non, le plus difficile, c'est quand il a fallu pleurer. Oui, vous êtes assis sur un lit et vous pleurez. Oui. Oui. Et comment vous avez fait? Ça, c'est Anne-Marie qui m'a bien dirigé. Elle m'a dit pleure. Et ça vous a rendu... ça a changé votre regard sur les acteurs après avoir joué vous-même? Non. Pas du tout. Non. Vous êtes, au contraire, vous êtes dit, c'est vraiment... Parce qu'on se dit souvent, dans les écoles, pour revenir à l'école, on dit aux jeunes réalisateurs, il faut que vous jouiez une fois pour voir à quoi est-ce que ça fait, en fait. Peut-être. Mais vous n'allez pas tirer un enseignement particulier sur votre travail. Non. Et Anne-Marie Méville, elle dirige les comédiens comme vous le faites vous, c'est très différent dans la méthode. Non, c'est beaucoup plus en douceur. Par la persuasion, il y a un certain climat. Et puis les acteurs donnent pour faire ce qui a été demandé, parce que sinon ils ne savent pas. Non, le plus dur, c'est d'apprendre les dialogues, je trouve. Ce qui est de l'écrit, ce qui repasse par quelque chose qui est de l'écrit et qui est pas... C'est comme d'aller au supermarché et de réfléchir aux poires plutôt que d'y aller en allant les chercher en tant qu'objet. C'est venu après, parce que ça, il y a quand même 20 ans. Mais d'apprendre par cœur, non, ça me gênait. Et c'est quelque chose que vous demandiez, vous, aux comédiens, d'apprendre par cœur? Vous parliez beaucoup en direct, souvent pour les dicter en direct. J'en sais rien. Oui, mais des fois, je leur soufflais le dialogue par un micro HF, etc. Alors, avant de vous laisser continuer à travailler, vous pouvez juste, si vous êtes d'accord, vous m'avez expliqué que vous êtes en train de travailler sur un projet qui est lié à de la musique, un rapport avec la musique. Il y aura de la musique, et puis après, si ça doit se terminer,
il y aura de la musique comme j'en mets dans un film, qui en général à peu près toujours les mêmes musiques, la musique de l'éditeur allemand ECM, Manfred Eicher, toujours ça, plus une ou deux autres. Et puis, dans le petit film, où on ne fait que raconter le projet, mais de l'imaginer un peu en scène, ce qui est complètement inventé, puisque j'imagine que la directrice de l'Opéra Bastille, c'est la reine de Saba. Alors donc, ensuite on peut faire, c'est du Méliès presque, on peut faire beaucoup de choses. Alors à ce moment-là, la musique sera, pour le scénario sera la musique venue de l'opéra, des choses connues comme Bizet, L'amour est enfant de bohème, ou des choses comme ça. Et puis après, dans le film, il y aura de temps en temps, certainement, comme je fais dans mes films, de la vraie musique, un peu de la musique de film qui n'est plus celle que je faisais il y a 40 ans. Et puis, dans l'opéra, c'est une musique à faire, par un musicien à trouver, etc. Mais ça, ce sera quelque chose qui sera relativement nouveau, parce que vous avez beaucoup fait composer avant, mais depuis les dernières années, vous faisiez plutôt de l'emprunt musical. Oui, voilà. Là, il y aura de l'emprunt et de la création musicale. Si ça se fait à l'opéra, oui. Et vous avez déjà une idée d'avec quel musicien vous voulez travailler? Pas du tout, je ne connais pas. J'ai aucune idée. Mais vous avez un peu en tête quel genre de musique ou pas du tout? Non. Ouais. Il peut y avoir de temps en temps un air classique qui rappelle, pour les besoins de la chose, qui rappelle qu'on est dans un opéra, mais après il faut que ça soit autre chose. Car l'opéra, j'en ai vu qu'un dans ma vie, mais j'ai l'impression, quand je regarde Google, même si c'est moderne, c'est trop classique, ou on veut faire moderne, etc. Ce qui n'est pas le cas. Il doit y avoir un côté plus battleur. Battleur, ça c'est musique moderne, mais sur un battleur. Très bien. Je rappelle juste quand même, parce que je le dis pour les étudiants de l'ECAL, mais aussi parce que je sais que d'autres personnes évidemment sont en train de regarder, que le livre d'images, donc votre dernier film, il va y en avoir comment est-ce qu'on pourrait dire, une exposition à Nyon cet été dans le cadre du festival Vision du réel, qui alors là, je me retourne du côté de Fabrice surtout, qui aura lieu donc pendant l'été, on ne sait pas encore quand, puisque tout le festival est en train de se déplacer, qui serait une possibilité de voir en fait tout le dispositif démonté, c'est ça, c'est-à-dire les sons, les images, organisées de façon différente que de façon linéaire dans le film. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, Fabrice? Ouais, c'est un peu le film d'effet, quoi, qu'on puisse se le refaire, que le visiteur, voyageur, se refait le film, que moi qu'on en aurait redéfait, quoi. C'est un peu comme réouvert, ou un peu comme quand vous travaillez avec un film, alors qu'on a travaillé de nombreuses semaines sur le film, où on s'arrête parfois sur un plan, pour y changer la couleur, et machin. C'est un peu ça, d'avoir cette approche-là, de pouvoir d'être séparé de l'image et du son, et de pouvoir voyager dans le film, et que chacun puisse faire du film le sien, quoi. Enfin, de faire sien le film, plutôt. Et il y aura aussi la possibilité à l'automne de pouvoir revoir le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, de voir complet tel qu'il était. En fait, c'est le même film, hein, bien sûr. À ce moment-là, il est sur un écran où il est sous 40. Et ce sera cet été au Château de Nyon. C'est une ville où vous avez grandi d'ailleurs. Vous avez fait partie du ski club de Nyon, non? Non, l'équipe de football minime. Ah oui. Moi, je me souviens que quand j'avais dû travailler, je ne sais plus pour quelle raison, sur la ville de Nyon, il y avait un historien qui s'occupait du ski club et qui me disait que vous étiez vraiment, vous lâchiez qu'enfant, vous n'étiez pas du tout sage quand vous montiez le remont de pente, vous lâchiez la perche avant d'arriver au sommet de Saint-Sergue, où je ne sais pas où vous alliez faire du ski. Voilà, je ne sais pas. Ah, Saint-Sergue, Saint-Sergue. À Saint-Sergue, je pense. À l'Algérie, oui, j'ai bien connu. Parce que j'ai fait presque tout mon collège à Nyon, tout à fait.
Voilà, ce sera cet été dans le cadre du festival Vision du Réel. Espérons. Voilà. Espérons qu'on ait le droit de se réunir et d'y aller. Ouais, mais après, une seule personne peut y entrer, ça suffit. Hein. Oui, c'est comme vrai. ça, Ouais. l'une après l'autre. Très bien. Ouais, une après l'autre, c'est vrai, on pourrait passer les uns après les autres. Ouais, c'est vraiment pour faire une expérience personnelle, Ouais. comme on l'a quand on monte le film ou quand on travaille dessus. Quoi. Mais après, il y a des questions des étudiants Elles arrivent par flow, mais comme c'est un peu, comme je les ai pas regardées parce que je vous ai écouté, Ah. vous voyez, je me suis dit je vais pas vous les poser. Bah, allez, la première qui arrive. Ça m'est égal. Là, elle est en japonais, j'aurais demandé. Oui, il y avait un étudiant qui avait posé la question sur les réseaux sociaux, parce qu'il disait, c'était Axel Besançon, qui est un étudiant de deuxième année, qui fait un documentaire, et il demandait effectivement si... est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez? Pas jamais. Mais j'y suis pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand vous regardez toujours la télé sur un écran de télé, pas sur votre ordinateur. Vous la regardez vraiment? Oui, encore. Chacun à sa place. Encore, oui. Pourtant, vos images à vous, elles sont sorties du cinéma pour aller au musée, mais vous regardez la télé là où elle doit faire, c'est-à-dire sur son écran. C'est un organisme d'État social, ou sociétal, comme ils disent en France. Je ne sais pas pourquoi. Plutôt que dire social, ils disent sociétal. Avec cette idée, malgré tout, qu'elle est publique, donc elle va sur un écran qui lui est destiné. Peut-être. Ouais. Peut-être. Oui. Et il y avait une question d'un étudiant qui disait, mais dans le fond, est-ce que vous, cette crise, c'est quelque chose qui vous inspire pour votre travail, la crise qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous en ferez quelque chose un jour dans votre travail? Certainement un petit peu, il aura une influence, pas directe. C'est un peu trop tôt pour faire sur cette crise-là, ou comme ça, mais elle est là, donc le mot virus devra être prononcé quand même une ou deux fois avec ce qui va avec. Le virus, c'est de la communication. Là, ce qu'on fait, c'est pour moi, il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir de ça, mais mais que peut-être on n'arrive pas à bien en vivre. Ouais. Et du reste, que les questions qui seront posées, ça sera juste des questions sur moi et non pas des questions sur le travail. Oui. Alors les scientifiques, au début, ont quand même l'avantage, c'est qu'ils communiquent entre eux de leur travail. Les artistes, assez peu. Mais sinon, c'est toujours l'auteur. Quand on a... Et votre génération, on est un peu responsable de ça, non? D'une certaine façon. Quand vous écriviez au cahier... Oui, mais c'était dans un but très précis. C'était la politique des auteurs. C'est de dire par rapport aux producteurs, aux sociétés de production qui pensaient que l'auteur d'un film, de même qu'il y avait des auteurs de livres, il y avait des auteurs de films et que c'était le scénariste ou les scénaristes. Et nous, on a dit non, c'est le metteur en scène, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a fait une liste des bons et une liste des mauvais. Mais voilà, c'est tout. Mais dans cette idée-là... Ensuite, dans cette idée-là, je le pense toujours, mais il n'y a pas besoin de penser... Il n'y a pas besoin de penser auteur avec tous les droits, les prérogatives et les célébrations qui vont avec lui. Mais vous l'avez Et pas même vu. à des moments, il faudrait mieux qu'il y ait un bon producteur et un bon auteur et qui se partagent. Mais si vous n'aviez pas dit à l'époque que Fuller, que... À l'époque, on était en Fuller. Oui, mais si vous n'aviez pas... Aujourd'hui, non, c'est un auteur moyen. On peut pas... Il y a
il y a des degrés. Nicolas Ray aussi, Ouais. il a fait d'autres qu'on célébrait beaucoup, même des inconnus, même des gens qui faisaient ce qui s'appelait à l'époque les films B. Les séries B. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu en fait dans le fond cette chose-là, peut-être que Hitchcock ne serait pas devenu un auteur et sa carrière Ça se serait se peut-être peut. mieux portée, peut-être. Non, mais il a eu une belle carrière, c'est normal qu'à la fin ça s'effiloche un peu. Mais effectivement, c'est la politique des auteurs qui a lancé les gens comme Hitchcock et qui sont devenus aujourd'hui, il y en a 2 ou 3, il n'y a qu'à regarder. Regardez, mais les 3/4 ne sont plus des auteurs. Mais certainement, un jeune homme qui fait son premier film, il se pense comme auteur au sens social ou sociétal, comme Les Français. disent les Français. Il se pense auteur. Et est-ce que vous avez l'impression presque que cette chose-là, c'est... Ils se pensent auteurs. Ils font une différence alors qu'on n'en faisait pas. Nous, entre documentaire et fiction. Oui. On a célébré Jean Rouch au même titre qu'Hitchcock ou que Griffith. Et ça, c'est venu de Langlois aussi, de sa façon de projeter les films. Pas parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Mais est-ce que vous avez l'impression presque que cette politique des auteurs, à vous, au final, maintenant, elle vous... On a même défendu comme auteur des mauvais films. Oui. Pour moi, il y a un seul film où Becker était vraiment auteur, c'était Touchez pas au Grisby. Ouais. D'autres films, pas du tout, Goupé-moi rouge ou quoi, Arsène Lupin, et même, par exemple, Montparnasse 19, où il avait remplacé Ophuls. Et j'avais fait un critique qui lui avait fait de la peine parce que j'avais dit c'est bien parce que c'est mauvais et qu'il a osé faire mal. Mais quand vous dites, évidemment, on parle beaucoup du coup, on parle de vous en tant que personne et pas tellement du Par travail. exemple, il n'y a pas beaucoup. Pour moi, Chabrol n'a jamais été un auteur. Il était à part, il n'y a eu que Truffaut, Romer et Rivette et moi. Et 3 ou 4 petits qui sont plus petits, qui sont comme la femme de Claude Néjard, Paul Delsol, qui avait fait un très joli film, mieux qu'Agnès Varda, je trouve. Mais Agnès a fait, au début, moins, mais elle a fait 2 ou 3 bons films. Selon nous. Mais vous, quand vous pensez à auteur, c'est pas forcément une notion qualitative, c'est un statut. Non, c'est un statut, et puis c'est venu de Beaumarchais. Oui. Qui voulait faire payer l'auteur du livret aussi bien que les acteurs, puisque c'était surtout les acteurs. Mais comme par exemple, vous trouvez que le mot cinéaste, il est synonyme de réalisateur ou rien à voir? Ou d'auteur? Je trouve les 2 mots pas bien. Ouais. Et auteur plus valable aujourd'hui. Et puis l'idée de metteur en scène? Après tout, c'est encore mieux, mais c'est un peu long comme mot. Ouais. C'est pas director, comme chez les anglo-saxons. Directeur est bien, Ouais. sauf que les 3/4 ne le sont pas vraiment. Mais c'est vrai, il y en a qui ont vraiment été. Lubitsch était vraiment un directeur. Un directeur, ouais. Et puis l'idée d'architecture, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui construisent, puis des gens qui habitent les maisons. J'ai l'impression que vous avez construit un peu de la maison cinéma. Puis après, il y a des réalisateurs, et c'est pas qualitatif, qui les habitent plutôt, c'est-à-dire qu'ils occupent les pièces, qu'ils les occupent mieux que d'autres, des fois. Puis il y a des gens qui ont fait grandir cette maison cinéma, puis peut-être que vous en faites partie. Des gens qui ont ouvert, fait tomber des murs, ouvert. Vous vous voyez comme ça ou pas du tout? C'est une projection de ma part. Ou est-ce que vous... Vous voyez, vous dites Rivette, je trouve que Rivette, il a donné de la liberté à beaucoup de personnes en faisant son travail, comme vous aussi. Puis après, il y a des gens qui sont des gens qui habitent les pièces qui ont été définies, et plus ou moins bien. Je pense que quand vous parlez de Fuller, je pense que c'est quelqu'un qui habite bien la maison cinéma.
qui l'a rempli complètement. Même peut-être des gens comme je sais pas, plein de réalisateurs américains, Hawks, c'est peut-être quelqu'un qui habitait bien à la maison cinéma, et Hitchcock, on a, comme vous, ouvert un peu une partie. Donc plutôt des architectes. Oui. Vous avez beaucoup parlé de peinture, mais on n'a pas beaucoup parlé d'architecture. Dans ce sens-là, peut-être. Je crois qu'on n'y pensait pas. Hawks, pour moi, est un meilleur cinéaste que j'emploie encore ce mot, mais c'est un meilleur cinéaste que Fuller. Fuller a une certaine passion et quelque chose. Souvent, leurs premiers films sont, pour moi, sont préférés à leurs derniers. Mais est-ce que meilleur, c'est un sens, en fait, dans le fond, meilleur ou pas? C'est comme ils se sont... Non, mais on peut dire mieux, je sais pas, mieux fait, comme Delacroix quand il reprochait à Courbet de ne pas savoir faire une épaule. Oui. Voilà. De moins bien exécuté. Oui, c'est ça. De moins bien exécuté. Comme il y a des meilleurs médecins que d'autres, sans doute. Ben, forcément, le diagnostic, c'est quelque chose. Je sais pas si... Le côté médecin, c'est quand on fait un film, pouvoir poser un diagnostic aussi sur ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser faire et ce qui arrivera. Un vrai diagnostic. Il a ça, ça peut devenir ça. Il faudrait mieux que ça devienne ça, mais si ça devient autre chose, c'est peut-être... Enfin, tout ça. Mais il y a ce côté médecin, oui. Je crois que je l'ai eu assez tôt. Et juste pour terminer, vous avez parlé de Rohmer, vous avez évoqué son nom tout à l'heure, parce qu'on a parlé du langage aussi, et que c'est pas quand vous êtes en train de réfléchir et que vous continuez à réfléchir à cette histoire, à cette idée de langage, de la langue, vous avez parlé de la langue commune, est-ce que dans le fond Rohmer n'était pas une des personnes qui était le plus proche de ses préoccupations avec vous, dans ce groupe, non? J'en sais rien. Je crois pas. Non. Il était beaucoup plus proche de Rivette. Mais Rohmer, je l'ai connu surtout un peu avant la nouvelle vague. C'était un aîné qui avait sa vie, qui connaissait d'autres gens, mais avec lesquels on a vécu presque ensemble, presque en même temps, tous les jours, même café. Même femme, et des choses très, très différentes avec les autres. À la fois plus près par la vie. Et puis Rohmer, quand je l'ai connu, il vivait caché. C'était un prof dont la famille, personne ne savait qu'il s'intéressait au cinéma. Je l'ai connu quand il écrivait ses premières chroniques pour les temps modernes. Et après, ça s'est plus effiloché. Je l'ai rencontré de nouveau tout à la fin de sa vie, quand on habitait à Paris, la même maison que lui, le même appartement où il y avait les films de Losange. Voilà. Il vous manque toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Oui, beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup. Maintenant, quasiment plus. On parle des films, quand il y a un film à faire, on connaît en dehors, plus différent. Bon, au fond, non, c'est pareil, parce qu'on personne, sauf un peu avec Rohmer, on parlait avec Truffaut et Rivette, pas du tout de la vie personnelle, si on veut dire. Ça, on ne sait pas. On apprenait des choses, mais c'est tout. Et de les savoir travailler quand ils travaillaient en même temps que vous? Non, mais on allait beaucoup au cinéma à l'époque. Oui. On allait beaucoup, chacun à sa manière. Rivette, il pouvait rester un après-midi à revoir les films 4 fois. Moi, je voyais 4-5 films par jour, des bouts, c'était une autre manière de faire. Oui. On était une équipe quand même. C'était une équipe, même Chabrol quand même.
Mais même quand vous êtes vous revenu ici et que dans le fond vous étiez moins en contact avec eux. Ah, après, plus du tout. Mais de savoir qu'ils Mais continuaient. depuis longtemps, Oui. depuis longtemps. Mais de savoir qu'ils continuaient de travailler, est-ce que c'était important pour vous? Par exemple, le fait qu'ils soient plus du tout là maintenant, qu'il n'y aura plus de films d'Eric Oui, Romer. moi je voyais leurs films, soit en salle, soit maintenant après en DVD, je voyais, je suivais comme ça. On a gardé un peu un contact avec Rivette parce qu'on avait fait une discussion pour un film qu'Anne-Marie voulait faire qui s'appelait les quatre quoi. Les quatre quoi, ça venait de la bande des quatre. Ah, la bande des quatre, d'accord, oui, bien sûr. Ça venait des Chinois. Ouais, ouais. La bande des quatre, ils voulaient faire un film sur. Ils voulaient faire un film qui est Marguerite Duras, Rivette, moi et les Straubes. Les Straubes, ouais. Et puis les Straubes n'ont pas voulu. Donc c'était foutu. N'ont pas voulu parce qu'il y avait Marguerite Duras. D'accord. Pas. D'accord. Vous avez dit quelque chose juste qui est très proche de la pratique, en fait, dans le fond, qu'ont beaucoup d'étudiants qui sont à l'école. Vous avez dit, je regardais des bouts de films. Je regardais beaucoup de bouts de films. Oui. Comme c'est quelque chose qui est très présent dans votre travail, cette idée de coller des choses qui sont des citations, des bouts de choses de livres. C'est venu vraiment. petit à petit, mais les livres aussi, je lis des bouts de livres. Des fois, j'en relis des bouts après. Pas le même, un autre, et ça. Non, ça, toujours tout, un peu touche à tout, si vous voulez. Alors cette Au idée sens critique. des étudiants, souvent ils vous disent aujourd'hui, je suis en train de regarder Citizen Kane. C'est-à-dire ils Ah vont oui. regarder un bout, et puis ils vont regarder un bout le soir, et moi je dis pourquoi pas, c'est pas plus mal, Oui. c'est très bien aussi de le regarder par épisode. Oui. Donc cela, en fait, dans le fond, Oui, mais il faut y repenser après. oui. Il faut y repenser. Mais ça permet de vivre avec un film assez longtemps, de se dire je regarde Citizen Kane sur une semaine, je reviens en arrière. Non, parce que là, ça serait trop voulu. Il faut le regarder quand on a besoin. Mais vos films, L'autre jour, je regardais un bout des Amberson, la splendeur des Amberson, que j'aime bien. Mais ce que je voulais savoir, parce que j'en ai mis un peu dans mon film, je me souvenais qu'il y avait une actrice qui venait du Mercury Theatre, l'équipe de Wells au Mercury Theatre, et qui s'appelait Agnès Moorhead, et qui joue la tante, et qui à un moment, elle a une crise de larmes. Et je voulais me réécouter la crise de larmes, le son de cette crise de larmes, et j'ai regardé un bout des Amberson jusqu'au moment où j'arrive à cette crise de larmes. Voilà. C'est des pièces historiques, c'est de la, comme j'ai dit dans le livre d'images, c'est de l'archéologie. et c'était aussi fort que votre souvenir, cette crise de larmes. Oui, ah oui, il y a certains trucs comme ça. Vous avez retrouvé ce que vous cherchiez quand vous Oui, l'avez revu. tout à fait, tout à fait. Des fois, on trouve, on s'imagine, ou un mouvement de caméra dont on a parlé, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Puis il y a des moments, c'est vraiment ça. Là, c'est sûr, vous la regarderez si vous voulez. C'est dans une dispute avec son neveu après la mort de la mère. Et en fait, elle était amoureuse de Joseph Cotten. Mais c'est peut-être pour ça que cette façon de mettre en regard des extraits de choses, que ce soit de la littérature, de la musique ou des films, Oui, ça vous rend étonnamment très proche des étudiants qui sont aujourd'hui dans les écoles de cinéma et qui, par une culture de cherry picking, comme disent les Anglais, en allant sur Internet chercher quelque chose à droite ou à gauche, se sentent très proches de votre travail. peut-être. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, de ce que vous faites. Qui C'est est... peut-être mieux que l'idée qu'à l'époque, ou c'est peut-être mieux que la Fémis. Mais j'ai des doutes. Non, je dis pas, c'est pas tellement ça, j'ai l'impression que comme le musée imaginaire de Malraux, comme votre façon de faire, c'est-à-dire de mettre en regard des choses qui sont de nature différente, ça leur correspond beaucoup. Mais c'est Bresson aussi qui disait rapprocher des choses qui n'ont pas de rapport entre eux, ou qui a priori n'ont pas, je ne sais plus comment il le disait. Le livre de Bresson était un
un vrai bréviaire Ouais. de ce point de vue-là pour nous à l'époque. Et comme si le cinéma c'était ça, en fait, dans le fond, que c'était ce tube de colle, ça permettait de coller à la fois la peinture, la littérature, Oui, le texte, des choses qui ne devraient oui, pas je suis adhérer, d'accord mais qu'il qui adhèrent. devrait- Oui, qui devrait, qui n'a pas été très suivi, qui n'est pas très suivi. On aime mieux des choses plus précises, genre les films de... Comment il s'appelle de Sautet, les films Ouais. de Claude Sautet, ou comme ça. Les films d'hommes. Bon, Ouais. bien fait, truc comme ça, on l'en voit de temps en temps à la télévision. J'aime encore mieux un film de Sautet que ceci ou cela. Mhm. Mais je ne peux pas en regarder un autre le lendemain. Non, il faut qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font quand... Ce que c'est peut-être pas demander Niepce. Pourquoi est-ce que je veux reproduire un souvenir de ça? Parce que même Platon l'a pas fait, il a fait la caverne, mais après il a laissé... Enfin, c'est Socrate. Mhm. Donc il était contre, mais c'est quand même lui qui a fait Socrate. Ok, ouais. Ça découle de... Et puis après, quand il a voulu le fixer, en plus, il y a une double démarche là. Non seulement c'est une copie, mais il faut fixer la copie. Il ne faut pas fixer l'original, il faut fixer la copie. L'arrêter. Alors ça amène de la perversion aussi, parce que fixer l'original, il n'y a que les musées Qu'ils le font, ouais. qui le font. Et encore plus ou moins bien. Moi, ce que je pense, les tableaux devraient circuler. Mais comme le livre d'images... Un peu sous escorte, mais peu importe. Hein, de Lacroix à Cézanne, il passe une semaine chez vous, une semaine là. En Suisse, il y a 40 semaines, puis après, on va dans un autre pays. Et c'est un peu le projet du livre d'images, hein. C'est de se dire il faut que le film voyage, se déplace, hein, et dans des endroits qui n'est pas dévolus au cinéma. Un peu, oui. Un peu, mais c'est pas la même chose. Mais on pourrait recevoir l'exposition chez soi, en fait, on pourrait dire on l'installe chez les gens. Non, Non. non, parce qu'il y a trop. Il faut que ça soit dans un endroit qui est effectivement distancié des autres. C'est une clairière, c'est un petit théâtre, c'est un... Ceci, là, il peut rester. S'il y a 12 villageois, ben, il y a 12 villageois. Et puis, comme le tableau de... Ah, on n'a pas retrouvé le nom encore. Si, c'est Aimé Pache. Et, Ah oui, C'est voilà, Aimé Pache. Aimé Et pendant que vous Mais parliez, c'est à la COP que ça m'est revenu. C'est quand vous avez parlé de la COP, Aimé Pache m'est revenu. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Non, mais Pache, c'est un bouquin de Ramus que Oui, j'aimais bien sûr. bien. Je ne les ai Oui. pas tous lus, mais celui-là, j'aimais bien. Oui. Puis je m'en suis un petit peu espéré. Ben alors, comme fait mes Paches, on le met dans un café, Oui. à côté de la télé. Oui. Puis voilà, c'est tout. Une fois, on peut faire ça. Mais merci beaucoup, en tout cas, Merci à vous. d'avoir Merci, passé ce petit merci moment aux avec nous. élèves. Merci. Si vous me permettez un message plus affecté, comme ça, de vous dire qu'on tient à vous. Et qu'on espère que Oui, vous oui, êtes en- j'en suis. Même si j'étais moins protestant, en fait, et calviniste, je vous dirais je tiens à vous, en J'en fait. suis. Et moins gêné. Mais voilà, on espère que vous vous portez bien. Et on se réjouit de Ben, voir pour le l'instant, prochain. ça Vous va. avez l'air de vous porter Ça bien. va, ça va. Je vais garder mon masque alors, du coup. D'accord. Et mon sourire. Merci Jean-Luc. Merci à vous, Lionel.